Ça y est, je suis prêt. Je viens de terminer mon résumé, t'en es où? Attends, j'ai tellement de trucs à dire sur Alia, j'arrive pas à finir mon résumé. Ouais, bah en tout cas, évite de faire comme moi la semaine dernière avec Magma. Ça me passionnait, j'ai dit 30 000 trucs, mais je me suis vraiment éparpillé, puis au montage, du coup, 1 heure de taf, quoi. Ouais, t'as raison. Je vais m'arrêter là, ça va suffire. Par contre, faut qu'on voie l'ordre des items, parce que niveau transition, ça va être très compliqué cette semaine. Je mettrais bien Alia dès le début, parce que comme ça c'est fait, et vu que ça risque d'être un peu long du coup... Ouais, ça me va. Par contre, juste, si on pouvait commencer le VG par Blazing Angel, ça m'arrangerait, parce que vu que c'est un hommage à Alès et que tu sais qu'il regarde pas forcément les vidéos en entier, j'ai un peu envie qu'il le voit, quoi. Par contre, la transition entre les deux, ça risque d'être compliqué, non? Ouais. Mais le truc, c'est que je connais pas du tout Alia, donc je vais pas pouvoir t'aider, quoi. Non mais je suis con. C'est bon, je l'ai. Les avions. Non mais t'inquiète, je gère. Bon bah du coup, nickel. Tu t'occupes des transitions, je te fais confiance de toute façon. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la miniature YouTube, tiens. Puis après, on tourne. Salut à tous, c'est Saran et on se retrouve comme tous les dimanches pour un VG, ça fait plaisir. Ce dimanche de très belles trouvailles, on est super contents et surtout un très beau coup de fusil, vous allez le voir, moi je le kiffe à mort. On commence avec du plutôt lourd je trouve, Blazing Angels The Secret Mission of World War II. Gros bisous Alès. On est ici face à la suite de Blazing Angel, le Squadron of World War II, le premier tout simplement. Là ce n'est pas vraiment une suite donc c'est pas très grave apparemment de commencer par le deuxième opus, ça tombe bien. Surtout que là c'est marqué Secret Mission donc ça doit être un peu plus des missions secrètes alors que le premier c'était Squadron donc c'était plus des trucs d'attaque directe. Là, je pense qu'il y a peut-être un petit côté un peu plus espionnage. Moi, ça me plaît. Ça se passe, vous l'avez compris, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, World War II. On est du côté des Alliés, c'est à peu près normal comme dans la plupart des jeux, et on se bat du coup contre les nazis, et on essaie de les empêcher de créer une arme de destruction massive secrète. Donc vous l'avez compris, hein, c'est une réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'ils nous permettent de voyager vraiment à travers le monde entier. Vraiment, ça peut être pas mal, il y a vraiment des univers complètement différents. Ça permet d'éviter la routine du jeu, surtout que le jeu n'apporte pas vraiment de nouveautés par rapport au premier opus, justement. Voilà, autant rajouter un petit côté un peu plus exotique on va dire, et je pense que ça peut être cool. Alors vous savez qu'on est coutumier des jeux d'avion sur la S Family, ça doit être la grosse empreinte d'Alès qui laisse une trace partout où il passe, mais d'habitude on vous présente plutôt des Ace Combat qui sont d'excellents jeux d'ailleurs, mais ici la grosse différence c'est que dans Blazing Angel on ne pilote que des avions réels, donc c'est plutôt la classe, hein, justement. Un mec comme Alès, faudrait que je lui prête d'ailleurs, qui joue à ce jeu, et bah, il découvre tous les avions qu'il connaît, et puis s'il est fan du coup d'avion, bah ça peut être vraiment cool de revoir tous les avions de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même les avions les plus mythiques on va dire aujourd'hui. Ce qui est plutôt cool en plus c'est que la version PS3 est la meilleure des trois versions, parce qu'il y a une version Xbox 360 et une version PC forcément, et cette version PS3 est sortie un peu plus tard. On va dire que les versions 360 et PC étaient des versions bêta, puisque dans la version PS3 ils ont corrigé pas mal de bugs qu'il y avait dans les autres versions justement, et ils ont rajouté un mode exclusif online, ce qui est plutôt classe, du coup ça en fait la version forcément la plus recherchée. On est du coup forcément content de le rentrer, surtout qu'on l'a eu complet, heureusement en parfait état, il est nickel. La personne en voulait 2 €, on s'est permis une petite négociation parce qu'on savait pas du tout c'était un bon titre justement, on l'a eu à 1,50 €, c'est très cool pour un jeu de PS3, et il s'avère que c'est un excellent jeu, donc ça fait très plaisir. Pour ma part, je vais vous présenter un album d'une artiste qui me tient particulièrement à cœur. Malheureusement, elle est décédée en 2001, dans un crash d'avion justement. Non mais t'es sérieuse là? C'est ultra glauque ton truc, c'est ça ta transition? Bah je sais pas, c'est logique pour moi. Bon, au pire, tu l'enlèveras au montage, c'est tout. Ah bah c'est pas toi qui te donne ce genre de montage. Je ne pensais pas parler de cet artiste un jour ici en vide-grenier, mais j'étais très surprise de tomber dessus en vide-grenier. Il s'agit de Alia et son album Alia, du coup, qui s'appelle pareil. Alors je pense que pas beaucoup de gens vont connaître sur la chaîne, parce que c'est pas trop votre style musical d'après ce que j'ai vu. C'est quand même du R&B, je sais que peu de gens écoutent du R&B, enfin en tout cas si vous connaissez, bah vous me le dites, hein, forcément. Une artiste comme je vous ai dit qui est décédée malheureusement en 2001 dans un crash d'avion, en revenant d'un tournage d'un clip aux Bahamas. Et du coup forcément le clip est sorti, parce que du coup ils ont pu tourner quand même les images, et le clip c'est Rock the Boat, et du coup c'est un peu chelou de regarder ce clip maintenant quand on sait qu'elle est morte juste après, enfin bref, ça c'est mon avis. Elle est en fait surtout connue pour le titre Try Again, dont je vous mets tout de suite un extrait. Qui
était en fait la BO du film Roméo doit mourir avec Jet Li, dont elle joue un rôle aussi également dedans. Elle joue très très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup ce film. Et donc c'est avec ce titre du coup que je l'avais connu étant très jeune, parce que ça date de 98 je crois de mémoire. Et du coup sa mort m'avait un peu frappée, hein. Je me rappelle encore du moment où ma soeur m'a annoncé que du coup la chanteuse Try Again était morte, et du coup elle était âgée que de 22 ans. Hein. Du coup je suis contente de vous présenter un truc complètement différent de ce qu'on présente d'habitude. Et en plus pour une fois c'est moi qui présente de la musique, donc du coup j'espère ne pas trop m'étaler comme Saran le fait avec ses artistes préférés. Hein. Je vais quand même vous résumer un petit peu sa carrière pour connaître un petit peu, même si elle est un peu courte, enfin quoique, elle a quand même commencé à l'âge de 14 ans du coup en 94, et R. Kelly était son mentor. Alors pour la petite anecdote vous allez rire, hein, mais du coup elle devait se marier avec R. Kelly à l'âge de 15 ans, donc elle avait menti sur son âge pour se marier avec lui, sachant que lui avait 27 ans à l'époque. Je vous rassure que le mariage a été annulé, hein, parce que du coup c'était un peu chelou, hein. Sa famille a dit non 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 tu feras pas ça meuf, ça va oui. Enfin bref, ça c'est un peu le gros truc qui l'a fait connaître je pense aux États-Unis forcément pour le scandale. Mais ce qu'il faut retenir c'est sa voix, car elle a vraiment une voix extraordinaire, elle avait beaucoup d'octaves et tout ça. Faut écouter des morceaux d'elle comme At Your Best où elle chante super bien, enfin elle montre vraiment son talent, et sachant qu'elle était jeune en plus à l'époque c'était un peu impressionnant. Et elle a notamment beaucoup de skill en danse, et moi j'adore les gens qui chantent et qui dansent comme Michael Jackson et tout, et j'adore les clips et tout ça, et elle faisait de très beaux clips aussi, donc du coup bah moi j'étais fan, je voulais lui ressembler en plus quand j'étais jeune, mais du coup bah c'est pas très gagné, hein. Malgré sa mort prématurée, elle est quand même considérée comme la princesse du R&B, hein. Elle a quand même collaboré avec de grands artistes comme Missy Elliott et Timbaland, qui suite du coup à son décès lui ont rendu beaucoup d'hommages forcément. Elle a également eu le temps de commencer une carrière d'actrice, donc comme je vous ai dit plus tôt dans Roméo doit mourir, mais aussi dans un film qui s'appelle La Reine des Damnés où elle joue un vampire hyper stylé, elle est vraiment magnifique dedans. Bon malheureusement le film est un nanar, hein, donc après si vous voulez le regarder, libre à vous, mais il est vraiment pas terrible. Et elle devait normalement jouer dans les Matrix le personnage de Z, mais bah vous l'aurez compris, elle a pas pu du coup. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures tellement j'admire cette artiste. En tout cas j'espère vous l'avoir bien montré et vous avoir peut-être donné l'envie d'écouter, hein, au passage. J'ai d'ailleurs écouté cet album et il est super bien, j'étais très très surprise parce qu'il faut savoir du coup que moi je n'avais aucun album d'elle, j'avais juste un best-of que j'avais acheté du coup à sa sortie qui s'appelle I Care For You, donc qui est en fait un best-of suite à, encore une fois à sa mort, je vais le dire je sais pas combien de fois qu'elle est morte, ta pauvre. Et du coup vous le voyez, hein, il a du vécu, hein, parce que du coup depuis 2002 je l'ai et je n'arrêtais pas d'écouter. J'espère du coup tomber un jour sur les deux autres albums qu'elle a sortis qui sont Age Nothing But a Number et One in a Million, mais c'est pas gagné parce que je crois que les albums sont pas du tout sortis en France, en tout cas moi je les ai jamais vus. J'ai vraiment eu de la chance d'être tombée sur celui-là et franchement quand je l'ai vu j'ai eu une réaction qu'il faut pas avoir justement dans les vides-greniers, j'ai fait comme ça parce que du coup Saran il l'avait passé parce qu'il connaît pas lui du coup, donc il se dit oups c'est quoi ce truc là, et du coup je lui ai un peu sauté dessus, hein, pour l'avoir. Et puis de toute façon la personne le vendait 1 €, donc forcément j'ai pas hésité quoi. Saviez-vous que Alia n'avait pas le permis, elle n'aurait donc pas pu jouer à Gran Turismo. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est bon, on continue. Saviez-vous que Alia n'avait pas le permis, elle n'aurait donc pas pu jouer à Gran Turismo 2 The Real Driving Simulator sur PS1. Extrêmement content de rentrer cet opus hyper culte sur PlayStation. Les jeux de PlayStation, on a beaucoup de mal à en trouver. Comme d'habitude, on vous le dit, en bon état surtout, hein, puisque les boîtiers sont toujours pétés. Là, c'est une version double CD, ça tient vraiment mieux dans le temps, donc bah c'est cool, on a une super belle pièce pour la collection PlayStation. Alors Gran Turismo, je sais pas si je vous le présente, hein, c'est le fameux simulateur de voitures ultra réaliste, vraiment cool, que Sansan en particulier affectionne énormément. Vous le savez, c'est une fan de jeux de course. Alors du coup, forcément, quand on l'a vu en vide-grenier, bah on a sauté dessus. Cet opus numéro 2, du coup, rajoute un petit peu plus de choses que le premier opus. Le petit défaut, on va commencer par ça, c'est que bah il est un peu moins beau graphiquement que le premier, c'est un peu bizarre, mais bon, il rajoute tellement de contenu que bah ça en fait quand même une version bien meilleure. 600 véhicules, ce qui est plutôt ouf, 6 permis différents à passer, et puis un mode carrière du coup beaucoup plus long. Ça en fait un jeu très long à finir si on veut vraiment le faire à 100%. En plus les permis sont tous sauf faciles à passer, alors oui, je dis permis, parce que dans Gran Turismo, il faut passer son permis pour conduire certains véhicules. C'est assez ouf et c'est très cool, c'est hyper réaliste en fait. C'est un très bon exercice d'ailleurs, je pense, pour ceux qui veulent passer leur permis plus tard. Moi j'ai beaucoup joué à ça étant adolescent. Ça m'a permis plus tard de mieux comprendre les créneaux, tout ça c'est bête, mais tu comprends mieux la physique d'une bagnole en fait. C'est très cool. Je vous ai dit que c'était un boîtier double CD parce que dedans on a 2 CD. Bah oui, vous l'avez compris. Un deuxième CD, je commence par le deuxième, oui c'est comme ça, OZEF. GT Mode dans lequel on retrouve du coup toute la carrière classique avec les 6 permis à passer, tout le bordel, vraiment l'aventure complète. Et ce qui est cool, un premier CD où c'est marqué CD bonus parce que lui c'est trop cool. Il te dit que ça contient le permis B, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le passer, c'est trop cool. Et ça contient 15 voitures de course et 100 000 crédits. Ce qui te permet en fait de t'amuser directement avec tes potes, de faire
des versus et tout avec ce CD. C'est plutôt cool, ça permet de chanter directement tout le côté technique et d'avoir du fun directement quoi. Après, si tu veux ne pas passer tes permis, t'as toujours la solution d'avoir fait le Gran Turismo premier du nom et de mettre sur une carte mémoire de PS1 tes permis de l'ancienne version et qui sont compatibles du coup avec la version 2. C'est logique, c'est comme dans la vraie vie. Si t'as passé ton permis, bah t'as pas besoin de le repasser si tu vas, je sais pas moi, en Allemagne. Et donc vous l'avez compris, je suis très content de rentrer sur PlayStation ce Gran Turismo 2, qui est une pépite je pense à avoir, c'est un des must-have de la PlayStation, et en plus on a eu un prix incroyable, mais je vais pas vous le dire tout de suite parce qu'en fait il s'agit d'un lot, et ouais. Et on continue avec The Punisher, et vous vous attendiez à un jeu de PS1? Et bah non, pas du tout. Le Punisher de 2004 avec Thomas Jane et John Travolta, cette espèce de gros navet, mais qui va être vraiment très drôle à regarder. On est bien sur l'adaptation, comme la série Marvel Netflix d'ailleurs, du comics The Punisher, alias Frank Castle, rien à voir avec Castle, vas-y, machin, je résous des enquêtes et en même temps je suis écrivain. Pour rappel, un ancien militaire membre des forces spéciales qui devient fou face au massacre de sa famille, sous ses yeux, sa femme et ses enfants. Je vais pas rentrer dans les détails plus de l'histoire, hein. Si vous voulez voir un petit peu le délire de ce personnage, vous regardez la série Netflix Daredevil et The Punisher ensuite, qui sont des séries extraordinaires. J'arrête pas de vanter ces séries-là alors qu'on n'est pas fan de Marvel, sans et moi, mais c'est juste incroyable. Ces séries sont juste trop bien. Ici, le film reprend à peu près la même histoire, en la modifiant un petit peu, en la simplifiant même un petit peu. Déjà, faut savoir que Frank Castle n'est plus un ancien militaire, mais un ancien membre du FBI. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le côté un peu américain, genre FBI, nationaliste et tout. Lors d'une opération, du coup, il tue le fils de John Travolta, qui du coup décide de se venger en tuant du coup la famille de Frank Castle. Alors c'est plus du tout le même délire, on est plus sur une histoire de je veux faire la justice moi-même, mais bien sur une histoire de vengeance. Vas-y, je vais tuer ton fils, je tue ta famille, moi je vais tuer des gens, moi j'en tue plus que toi tu vas voir, je vais te tuer, machin, je vais te tuer. Ça fait un petit peu, je trouve, le délire, un petit peu la stratégie de l'échec. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Enculé, c'est Sylvie qui est la responsable. C'est Sylvie qui a oublié de rendre le rapport du mois d'août. Enculé, c'est toi l'enculé. Elle, c'est une salope. Et moi, je vais te tuer, 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 je vais te tuer. Parce qu'il faut savoir que dans les comics ou que dans la série Marvel, c'est quand même un peu plus complexe, le personnage est un peu plus travaillé, un délire justement d'opposition avec je veux faire ma justice moi-même et Daredevil qui est un avocat. Je trouve que voilà, c'est un peu plus travaillé au niveau des personnages en tout cas. Et du coup, rien que par ce raccourci dans le scénario, on comprend que The Punisher là, hein, bah c'est pas vraiment un super bon film, c'est même un bon gros nanar. Mais ça va être cool, dédicace à Black Brocante, je sais qu'il kiffe aussi. Le délire nanar, comme ça, qu'on va se regarder avec Sansan, on va bien se marrer, je pense. Puis c'est The Punisher, il faut qu'il rentre dans la collection, à côté de Daredevil avec Ben Affleck, vous savez, l'espèce de grosse bouse là. Et puis 1 euro en Blu-ray, bah ça se refuse pas. Alors oui, je dis 1 euro, parce que oui, je vous ai pas dit le prix du lot, mais The Punisher 1 euro, Gran Turismo 2 euros. J'avais dit, c'est plutôt des bons prix. Alors me demandez pas pourquoi c'est un lot, c'est acheté sur le même stand, les deux personnes avaient un seul jeu de PS1, c'était très bizarre, et un seul Blu-ray. On a pris les deux qu'ils avaient. Punisher, mercenaire, soldat, samouraï, ninja. Et oui, du coup, vous l'avez compris, je vais vous présenter un jeu avec des ninjas. Il s'agit de Mini Ninja sur Wii, qui est un jeu d'action-aventure signé IO Interactive. On est plus habitué chez IO à des Hitman ou des Ken Lynch, hein, comme on vous avait déjà parlé dans les vides-greniers ici. Là, on est sur un jeu plutôt enfantin, mais il a l'air super cool quand même. Parce que oui, quand on l'a vu en vide-grenier, on s'est dit, mais on ne connaît pas du tout ce jeu, qu'est-ce que c'est? Du coup, on a été se renseigner vite fait sur internet, en regardant un peu les avis, et il s'avère que c'est un très bon jeu, donc une très belle surprise. On est en fait dans le Japon médiéval, on incarne en fait différents personnages qui ont chacun des capacités différentes. On en voit quelques-uns sur la pochette notamment. Il y a Hiro du coup qui est un petit ninja qui maîtrise la magie. On a ici derrière, je ne sais plus son nom, mais un ninja assez costaud qui a un gros marteau et qui du coup qui donne de très gros coups avec. Et on a la petite Suzume qui joue de la flûte pour charmer les ennemis. Et les ennemis dans ce jeu justement ce sont des petits animaux transformés en méchants samouraïs. Niveau gameplay, on a des phases de combat qui sont assez nerveuses apparemment, donc c'est plutôt cool. Et on a aussi des phases de cueillette pour se faire des potions. Du coup il y a un petit côté Zelda là-dedans, et justement niveau graphique aussi, parce que c'est en fait un peu dessin animé comme Wind Walker, ce qui va beaucoup plaire à Saran je pense, hein. Bon par contre malheureusement on n'est pas tombé sur la meilleure version du jeu, parce que oui, ici sur la Wii du coup, les contrôles avec la Wiimote ne sont pas très optimisés, parce que par exemple pour déplacer la caméra il faut rester appuyé sur un bouton et bouger la Wiimote pour du coup déplacer la caméra, donc du coup c'est un peu chelou comme gameplay. Après je pense que c'est peut-être une question d'habitude aussi, ou soit le must, ça serait bien que ça soit compatible avec la manette pro, voilà, où on pourra jouer normalement en fait, parce que du coup c'est vraiment pas terrible comme système. Mais pour finir sur une qualité sur ce jeu, la bande son a l'air quand même super belle, super agréable, et qui rappelle bien justement le Japon médiéval. Il y a vraiment une ambiance et tout ça, donc ça a l'air vraiment cool pour ça. Donc bref, c'est quand même une très belle découverte qui, vous le voyez, était annoncée à 2 €, qui est, bah, je sais pas si c'est complet ou pas, parce qu'en fait il y a juste le livret de Health and Safety, mais je sais pas s'il y a un livret de jeu normalement. Mais n'empêche que du coup
dans le doute, on l'a négocié à 1 € et ça fait plaisir. Sans transition, voici le coup de fusil de ce vide-grenier. Ah Il bah s'agit... non, mais là pour le coup c'était parfait. Je veux pas savoir. On termine avec un item qui nous vient lui aussi du pays du soleil levant, un manga ultra culte. Bon alors déjà je te dans dis la tout de suite, cuisine. d'un c'est pas un manga, ensuite Vinny Ninja tu nous as dit que c'était IO Interactive, qu'est-ce que ça a à voir avec le Japon, hein, franchement. Et puis si tu mélanges Chine et Japon, ça s'appelle quoi? Du racisme, hein, excuse-moi. Moi ça commence à me gonfler, hein. Ils sont à la con, à chaque fois qu'on dit un truc c'est pour nous et puis... Sans transition, on passe à notre coup de fusil, et vous savez qu'on n'achète pas beaucoup de mangas en vide-grenier, par manque de place en particulier, et puis parce qu'on n'a pas forcément cette culture manga, on est un peu plus BD, nous, dans le délire, mais là on était obligé de craquer face au manhwa Cyber Weapon Z, écrit par Chris Lowe et dessiné par Andy Seto, qu'on retrouvera, pour la petite anecdote, sur l'adaptation BD de Tigre et Dragon, c'est plutôt la classe. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le manhwa est tout simplement l'équivalent du manga, mais en Chine, un terme bien moins connu vu la production énorme de mangas qu'il peut y avoir au Japon, c'est juste incroyable, ils ont tout terrassé sur leur passage. Pourtant la scène manhwa est tellement intéressante avec des auteurs juste incroyables, des dessinateurs juste ouf, et on a dans les mains, ici la Cyber Weapon Z, qui est juste un des plus grands manhwa, et en tout cas un des plus réputés, donc ça fait tellement plaisir de le rentrer dans la collecte, c'est juste ouf, il est trop beau. Regardez-moi cette couverture magnifique quoi, c'est juste incroyable, mais vraiment trop stylé. Et puis l'intérieur, je vous montre vite fait, mais... Oh, tout en couleur, c'est juste trop beau. Pour vous pitcher un petit peu cette série, je vais essayer de vous raconter l'histoire mais très brièvement. Le héros Hero Park décide de se venger un petit peu et de retrouver son honneur à travers les arts martiaux. On est ici dans un futur dystopique où les humains ont un petit peu arrêté d'évoluer intellectuellement, tellement ils étaient à l'aise, il n'y avait plus de problème de rien. Ils vivent tous heureux et bêtes, en gros, hein, c'est un peu le délire. Mais heureusement, il y a la citadelle volante où les moines Shaolin essayent de relever justement l'humanité à travers les arts martiaux. Le souci c'est que des démons de la dimension Z essayent justement d'empêcher les moines Shaolin d'élever l'humanité parce que eux, ils arrivent mieux à contrôler les humains justement parce qu'ils sont bêtes. Et vous comprenez du coup directement que Hiro va aller sur la citadelle volante pour apprendre les arts martiaux et ça va être le début de l'aventure de Cyber Weapon Z. En plus ce que je vous ai pas dit c'est qu'il y a un personnage mi-femme, mi-chat, donc c'est trop cool, un petit peu comme les Khajiit. Du coup Khajiit ça fait penser à The Elder Scrolls et tout. Qu'est-ce que vous pensez du futur Fallout 76? Je sais que c'est pas le même délire, hein, Elder Scrolls et tout, mais on est chez Bethesda. Parce que moi ça me fait un peu peur, est-ce qu'on perd pas un peu le côté RPG? Petite enquête en même temps dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez du Fallout 76. Vous l'avez compris du coup, hein, ce Cyber Weapon est considéré par beaucoup de monde comme un des plus grands manhwa qui ait pu exister, je vous l'ai dit, tout en couleur, magnifique, il est juste incroyable. En plus apparemment il n'y aurait pas eu de réédition, j'arrive pas trop à savoir, c'est pas facile du tout sur le net de se renseigner là-dessus, mais je crois que c'est une édition originale, en tout cas ça c'est presque sûr, c'est une édition originale, mais que derrière, ça n'a pas été réédité, du coup ça en fait forcément un manhwa très recherché, plutôt cher. Alors le tome 1 vous pouvez le trouver à pas trop cher, ça va, mais du coup les autres tomes sont un peu plus chers, oui parce que vous l'avez compris, on a tout rentré d'un coup, et oui le vendeur proposait les 10 tomes en une seule fois, c'est ça qui est cool quand tu rentres une collection complète comme ça, juste incroyable, comme je vous l'ai dit, une collection plutôt rare, un manhwa hyper réputé, ça fait plaisir, surtout que le vendeur en voulait 2 € pièce, et que le lot des 10 tomes, il le vendait 10 €, ce qui fait 1 € pièce. C'est juste incroyable, c'est juste trop cool, c'est une des plus belles pièces de notre collection je pense. C'est pas vraiment notre premier manhwa parce qu'on avait déjà eu Django, mais un seul tome, un manhwa super cool d'ailleurs, très beau aussi. D'ailleurs on voit que les Chinois sont très doués en dessin, mais bon je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, nous on est très contents de rentrer cette belle pièce dans la collection, et je serais très content d'en discuter avec vous dans les commentaires si vous connaissez, parce que moi j'ai pas encore commencé, mais j'ai vraiment vu les dessins et j'ai fait oh ça a l'air trop bien. En plus j'aime bien les futurs dystopiques. Et oui c'est déjà la fin de ce vide-grenier. Vous l'aurez compris, du coup on aime bien faire des transitions entre les items d'habitude, mais là c'était juste impossible, les items n'avaient rien à voir entre eux, et du coup on s'est dit pourquoi pas jouer là-dessus. On a joué à la comédie, ce n'était pas réel, on ne s'est pas engueulé, vous inquiétez pas. Vous avez vu, même sur un même stand, les deux items n'avaient rien à voir, genre un Blu-ray de Punisher et un jeu PS1 de Gran Turismo 2, ça n'a rien à voir. En tout cas si cette vidéo vous a plu, vous laissez votre petit pouce bleu comme mes cheveux pour nous soutenir, c'est très important. Abonnez-vous parce que c'est gratuit, et plus on est fou, plus on est de fou. Et bien sûr n'oubliez pas de commenter la vidéo pour nous dire vos trouvailles aussi, pour nous dire quelle trouvaille vous avez préférée dans celui-ci, et nous suggérer quelques bonnes transitions pour la prochaine fois, pourquoi pas. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Aïe.